j'ai pas toujours été gentil les dernières années avec l'extra sportif de l'organisation du Canadien. On se rappellera Métal, entre autres. Puis je m'étais plaint. Même si ce qui arrive avec Métal, on l'a pas vu. Mais je l'ai revu récemment, mais on dirait qu'ils disent bye comme aux 2 semaines. Mais comme il revient, je suis pas sûr de comprendre. Mais Métal incarnant, à mon sens, là, ce qui se faisait de pire avec l'extra sportif dans l'organisation du Canadien. Puis j'étais au match d'ouverture l'an dernier. Je me rappelle que j'avais été bien déçu, mais je me rappelle pas exactement de c'était quoi la cérémonie. Et j'imagine que ça illustre mon propos, là, ce fait. Force est d'admettre que j'ai été très étonné de ce qu'on nous a présenté pour ouvrir la saison du Canadien mercredi. D'abord, c'était pas compliqué, mais c'était comme... C'était pas rien. C'était efficace. Ouais, efficace. Non, c'était pas comme n'importe... Michel Terrien, c'était pas comme... Et un truc, puis là, je veux pas nécessairement là, qu'on embarque là-dedans à fond, mais j'ai pas pu faire autrement que de noter que ça s'était tout passé en français sous-titré, là, le début avec Luc Picard, puis la narration de M. Picard sur l'espèce de présentation vidéo, dans laquelle on a identifié les 4 grandes vedettes de l'histoire de cette équipe-là, avec Patrick E. pour les plus jeunes à la fin, mais on les connaît, là, Richard Béliveau, Lafleur et Patrick. Et même que c'était comme précisé des gars de chez nous. J'ai trouvé cette présentation-là particulièrement incarnée dans le Québec, dans ce Québec. Oui. Et ça m'a... J'ai même trouvé ça... non. Parce que c'est toujours en 2 langues, et c'est très bien. Tu sais, Montréal, ça reste une grande ville... comment dire? Enfin, la communauté anglophone de Montréal, c'est quelque chose d'important, là. C'est pas... Et j'ai trouvé qu'il en manquait un peu pour... pas qu'il en manquait un peu pour eux autres, mais on s'est été très francophone, j'ai trouvé, comme ouverture. Ça a été quand même basculé... Ça a basculé beaucoup en direction du bilinguisme dans l'environnement du Canadien depuis quelques années. La façon dont les médias sociaux sont gérés, la façon dont l'animation se fait durant les matchs également. Ouais. Ça passe de l'un à l'autre constamment. Fait qu'effectivement, ça détonne une présentation comme ça qui est identitaire. Moi, c'est que c'est ça. Moi aussi, il y avait un côté nationaliste derrière ça. Évidemment, ça a été... Il y avait un prologue qui était narré par Luc Picard en direct. Évidemment, Luc Picard ne sera pas là au 41 matchs du Canadien pour faire cette présentation-là, mais l'ouverture vidéo, cependant, on la montre au premier match, puis après ça, on la garde durant toute la saison. Fait que ça devrait être en principe la vidéo qu'on va voir au début de tous les matchs cette saison. Donc, c'est sûr que ça donne un ton qui est différent. Puis honnêtement, même si le Canadien, assurément, ne voudra pas oublier ses fans anglophones, je pense que ces gens-là vont être amplement servis durant tout le reste du match. Fait que je trouve que de temps à autre, retourner à ses racines, c'est tout à fait correct, parce que c'est à la base de cette organisation-là. Non, mais je suis entièrement d'accord, je suis juste surpris. Puis, et je veux pas en faire un gros plat, mais je me suis beaucoup plaint. Je veux dire que je trouve ça, c'est bien. J'ai trouvé ça bien. On pourrait faire une émission juste là-dessus, si on prenait un virage culturel ou historique sur le Canadien, mais il faut faire attention quand on pense que le Canadien était auparavant une institution francophone, que ça émanait juste de la culture francophone. Ce sont des anglophones montréalais qui ont fait du Canadien la grande organisation qu'elle est devenue et qui ont fait en sorte de développer, de permettre aux talents francophones de se développer. Frank Selke n'était pas québécois, mais c'est devenu un Québécois d'adoption. C'est lui qui a monté ça. Sam Pollock, c'était un Montréalais anglophone qui était le plus grand directeur général de l'histoire. Et ce sont eux qui ont créé l'espèce de mythe des Frenchmen et tout ça, qui ont fait en sorte que les francophones ont pris cette place-là. Parce qu'avant, il y a Don Marshall qui est décédé cette semaine, qui était le dernier survivant de la dynastie des 5 Coupes Stanley consécutives. Mais avant cette dynastie-là, à un moment donné, il y en avait 2 francophones dans l'équipe.
Alors, il y a des gens qui ont fait du travail pour que tout ce talent-là émerge, que ça s'organise sur le terrain, que le Canadien parraine plein d'équipes. Alors, il faut juste faire attention quand on dit on reprend possession de notre équipe et tout ça, parce que les anglophones montréalais qui sont très attachés à leur équipe aussi ont joué un rôle immense dans la construction de cette organisation-là. Alors, oui, puis j'y faisais référence, c'est ça, quand tu dis c'est identitaire, c'est ça, c'est le Québec. C'est ça que c'est le Québec. Là. Et c'est ça que c'est Montréal. Et enfin, on a tellement, puis on en a parlé souvent, Martin, on sentait une déconnexion entre l'organisation et le public. Oui. Là, c'était le contraire mercredi, puis ça m'a, c'est ça, à la fois surpris et réjoui. Et ça sera peut-être le thème de cet épisode. Surpris et réjoui? Enfin, vous allez voir. Aujourd'hui... Mais pour en revenir à ça, la présentation, je pense que le Centre Bell est un espace public. On est dans une société francophone, majoritairement francophone. Et c'est ça, et souvent, les gens ont l'impression, quand ils vont au Centre Bell, que l'aspect francophone est négligé ou qu'on laisse une place disproportionnée par rapport à ce qu'on est habitué de vivre dans l'espace public. Et ça, c'est un débat différent. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ressenti que, il y avait beaucoup de... il y avait une grande place accordée aux Français dans la présentation. Non, tu as raison. C'est assurément lié. Aujourd'hui, le Canadien est toujours dans le portrait. Je vais commencer comme ça. Tant que... ça va bien. Non, mais j'en profite. Mais s'ils perdent samedi, ils sont plus dans le mix. Ça aura duré une semaine. Alors, c'est peut-être ma seule chance. Dis-moi ton âge, je te dirai ton classement. Et attention à la NCAA, c'est tellement hockey, épisode 344. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Et votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, monsieur Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Salut les gars. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je trouvais qu'il était combatif à soir, je trouvais qu'il patinait, puis on produisait pas assez d'offensive. Après la deuxième période, je trouve qu'on produisait pas assez d'offensive, fait que comme entraîneur, tu suis ton gut feeling, puis je trouve que ça a marché un petit peu. Je trouve qu'on a eu une poussée. Martin Saint-Louis, qui ne le nomme pas, mais parle de Josh Anderson, qui l'a muté à un moment donné en troisième période dans un changement. Il a fait un changement de trio, enfin, des changements de trio, même des changements de duo de défenseurs. Et messieurs, moi, ma saison est faite. C'est tout ce que je voulais. C'est ça que tu veux. C'est tout ce que je voulais. Alors, c'est un succès. Cette saison 2024-25, c'est un succès. Non, mais c'est moi ou c'est la première fois qu'on voit ça depuis que Saint-Louis est en poste? Autant de changements, d'ajustements durant un match, c'est ça. Quand Martin était en phase de développement, j'ai l'impression qu'il misait plus sur la stabilité puis voulait voir certaines choses. Puis on s'entend, gagner des matchs n'était pas... la priorité. C'était pas ça, c'est ça. Puis la gestion du banc n'était pas la même chose, mais je pense qu'on a vu un aperçu du changement qui est en train de s'opérer. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans un match. On va réduire le banc. Si on tire de l'arrière, on va couper le banc. S'il y a des paires qui sont en difficulté, des paires de défenseurs, on va les changer. Et c'est comme ça que c'est supposé de se passer dans la Ligue nationale. Alors, c'est très intéressant. Ben oui, c'est vrai. C'était de même. On avait déjà vu ça avant ou ailleurs. Ben, écoute, à Montréal, il y a d'anciens coachs qui n'hésitaient pas à sortir le mélangeur. Des fois même trop. Trop, c'est comme pas assez. Ouais, exactement. Ouais. Puis, je pense qu'il y a un côté... Le côté ancien joueur de Martin Saint-Louis qui dit les joueurs n'aiment pas constamment changer de partenaire puis ils veulent... Si tu crées un trio et que tu y crois, ben là, donne la chance à ce trio-là, finalement, de se faire valoir puis de se sortir du trou quand ils s'en sont creusés un. Mais là... C'est clair que là, il a posé des gestes pour permettre à son équipe de revenir dans le match, de combler le déficit. D'une part, en se tournant vers des joueurs qui étaient plus offensifs, mais aussi en faisant davantage confiance à ceux qui l'avaient par rapport à ceux qui ne l'avaient pas, parce que c'est clair que c'est pas tout le monde qui l'avait hier. Ça a été assez frappant, d'ailleurs, quand il a dit il y a bien des joueurs qui sont meilleurs que ce qu'on a vu ce soir.
puis on n'avait pas assez de gars ce soir. Au deuxième match de la saison, c'est quand même... Ouais. Ça aussi, c'est ça. On n'entendait pas tant ça les 2 dernières années. Bon, j'ai envie, je vais vous lancer avec... on pourra regarder les 2 matchs un peu plus en détail, mais hier particulièrement, ou peut-être même plus que mercredi contre les Maple Leafs, mais il n'y a rien qui marche, là. Je veux dire, c'est un peu comme regarder des matchs pré-saison. Les fameux matchs pré-saison qu'on n'a pas vus, là. Ouais. Moi, je trouve que c'est très, très apparent et, en mon sens, il faut garder ça en tête là, quand on regarde les performances des joueurs dans les 2 premiers matchs, mais ça paraît là, qu'ils ont comme pas pratiqué. Là. Non! Je veux dire, ça paraît qu'ils sont pas à point. Puis là, et je dis pas ça là, pour lancer la pierre à qui que ce soit. Tu sais, on l'a vu le camp, comment ça s'est passé. Ben c'est ça. C'est ça que ça donne, non? Ben, je l'écrivais dans mon texte au terme du match. Samuel Montembeault, juste avant le début de la saison, a dit, je lui posais la question, à ton avis, dans quelle facette du jeu votre équipe va être meilleure que l'année passée? Puis dis-moi, si je me fie au camp, je regarde notre jeu défensif dans notre zone, notre jeu à 5 contre 5, on ne donne pas beaucoup. Et puis même si on a donné des buts en désavantage numérique, on n'accorde pas beaucoup de lancers à 5 contre 5. Alors on fait du meilleur travail que l'année dernière à ce niveau-là. Mais ça, c'était son évaluation au terme des matchs préparatoires. Puis tu regardes les 2 premiers matchs, puis bon, c'est sûr que le total de lancers des Bruins n'est pas effarant, mais au niveau de la possession de rondelles, au niveau des chances de marquer, au niveau du temps d'occupation en zone du Canadien, il n'y avait pas photo. Puis la veille, face aux Leafs, ça avait été encore plus débalancé. Puis une chance que Montembeault, justement, était là parce que les chances de marquer à 5 contre 5 qui ont été données aux Maple Leafs, c'était effarant. T'sais. Alors, c'est sûr que quand tu dis qu'il n'y a rien qui marche, il y a des affaires qui fonctionnent, mais sauf que l'amélioration du jeu en défense, pouvoir éliminer le flou et pouvoir limiter le temps que passe l'adversaire aussi en zone quand ils font leur fameux cycling, le mouvement circulaire, être capable de briser ça, être capable aussi de briser le jeu au moment où il y a une entrée de zone. Je trouve que sur ces 2 éléments-là, le Canadien a connu des ratés lors de ses 2 premiers matchs. Face aux Leafs, Montembeault a réussi à tout camoufler ça. Puis clairement, Primo n'a pas été capable de le faire face aux Bruins. Ouais. Ça fait quelques saisons qu'on parle du système défensif du Canadien. Puis si on avait le genre d'entretien avec Martin Saint-Louis qu'on a avec Kent Hughes à chaque début de saison, là, si on avait le temps de s'asseoir avec lui, moi, il y a une question que j'aimerais lui poser. Comment ça se fait quand une équipe se retrouve en situation de désavantage numérique? Là, on a juste 4 joueurs qui sont en défense, puis on fait face aux meilleurs attaquants adverses. On joue un système de position. On occupe une défense de zone, puis il y a quelques permutations là, pour suivre la rondelle. Quand le Canadien s'est retrouvé à défendre son avance de 1-0 contre les Maple Leafs lors du dernier match, dans les dernières minutes, là, les 5 joueurs étaient campés au milieu de la patinoire. Il n'y a personne qui courait à gauche, à droite. Là, c'était comme une formation de désavantage numérique, mais avec un gars au milieu, puis on essayait de tout bloquer parce qu'on ne voulait pas prendre de chance, on voulait être prudent en défense. Pourquoi le Canadien, quand il joue à 5 contre 5, est dans sa zone, que tout le monde permute avec tout le monde et tout le monde court après tout le monde, et qu'à un moment donné, quand tu joues contre une équipe qui se promène et qui fait circuler la rondelle, tu finis toujours par avoir un gars qui manque sa couverture, puis avoir un joueur adverse qui se retrouve tout seul. Et les gars, là, c'est probablement l'alignement le plus stable à la Ligue nationale depuis 3 ans. Là. C'est presque tout, à part quelques exceptions, là, c'est le même groupe de joueurs. Là. Ils devraient connaître ce système défensif. Là, ils sont dans la Ligue nationale, ce sont des professionnels. Là. Ils devraient connaître ça sur le bout de leurs doigts, là. Mais ils ont de la difficulté à jouer défensivement dans leur zone et tout le monde court après. Puis on l'a vu encore hier, des gars complètement échappés surgir dans l'enclave pour marquer des buts. Alors, ça me semble compliqué, leur système défensif. Puis tu te retrouves des fois dans des situations où tu as un défenseur qui couvre un défenseur adverse à la ligne bleue avec un attaquant qui est au bord du filet pour essayer de sortir, de protéger le gardien puis de défendre la zone privilégiée, alors que les défenseurs ont été formés pour faire ça de toute leur vie, pour
pour faire cette protection-là. Je trouve que le système défensif du Canadien est compliqué. Puis si on continue à jouer avec ce système-là, je doute qu'on va le maîtriser. C'est ça, qu'il se passe quelque chose, mais... Puis Marc-Antoine, tu pourras rebondir, mais avant ça, moi, quand je dis qu'il n'y a rien qui marche, moi, quand j'ai commencé à parler de hockey, là, j'avais Éric Fichaud comme analyste à la radio satellite. Le Fiche. Le Fiche. Puis le Fiche, dans sa grande science, m'a appris une affaire bien importante. Il dit, quand tu es à la ligne bleue, que ça soit ta ligne bleue ou la ligne bleue adverse, faut que la rondelle passe. La chose la plus importante. Quand tu es dans ta zone, faut que la rondelle sorte, puis quand tu es en votre attaque, faut que la rondelle rentre. Et hier, quand je dis qu'il n'y a rien qui marche, c'est ça. T'sais, au niveau de l'exécution, combien de fois la rondelle n'est pas sortie alors que les gars, ils l'ont, la rondelle? Puis là, je fais Goulet a dit une affaire comme on essaie d'être trop cute. Peut-être, c'est peut-être un truc du genre, mais bon sang, il y a ça avant là aussi, non? Oui, puis, sais-tu quoi? C'est quand tu regardes le groupe de défenseurs, c'est vrai que je comprends que le système défensif implique les 5 joueurs sur la glace, mais regardons les défenseurs qui, normalement, sont ceux qui vont faire la proverbiale première passe quand il y a récupération de rondelles. C'est pas un groupe qui se distingue par ses compétences défensives. En principe, c'est des gars qui sont meilleurs offensivement que défensivement. C'est vrai pour Matheson, c'est vrai pour Barron, c'est vrai pour Hudson, puis l'opinion de l'organisation, c'est que c'est vrai pour Xhaka également. Alors, ça te laisse Savard, qui est un gars résolument défensif, puis Goulet, qui honnêtement t'en donne dans tous les départements. C'est ça, qui est parfait. C'est le mot que tu cherches. Il est parfait. Mais à partir du moment où le Canadien se retrouve assiégé dans sa zone et a l'air d'être en infériorité numérique à 5 contre 5, au moment où il reprend la rondelle, ce serait là où ces défenseurs-là devraient être capables de se distinguer, de lever la tête, de voir quelles sont leurs options, puis d'être capables de relancer l'attaque. Fait que c'est d'autant plus difficile à comprendre que cette équipe-là ait autant de difficultés aussi à sortir de sa zone, parce que tu laisses l'adversaire tournoyer, d'accord, mais au moment où tu la reprends, faut que la rondelle sorte. Alors, est-ce que c'est une question aussi de positionnement des autres coéquipiers, de dire, OK, êtes-vous bien placé pour permettre au gars qui a la rondelle d'avoir des options de passe, ou c'est celui, finalement, qui est en possession de la rondelle, qui est victime d'une trop grosse pression puis qui n'a ni le temps ni l'espace pour prendre la bonne décision. Mais je trouve que si le Canadien est pour avoir des défenseurs qui sont à caractère offensif, ben il faut que ça paraisse dans leur force, parce que dans leur lacune, on le sent. Ça paraît. Oui. Ça, on le voit. Ouais. Bon, sinon, moi, c'est ça. J'insiste là-dessus, puis dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Ça reste que, c'est ça, c'est deux premiers matchs dans un contexte où est-ce que... Ben moi, je sens qu'on est encore un peu en rodage. On chasse la rouille. Le camp a été horrible. On l'a tous vu. C'est pas une critique. Là. Les matchs, le déroulement des matchs pré-saison a fait en sorte que cette équipe-là n'était pas préparée comme on était habitué de le voir. Mais c'est pas un bon temps pour faire du rodage. Idéalement. Des matchs contre deux grosses équipes, deux puissances de l'Est en partant. C'est un retour à la réalité assez difficile, mais on a vu quand même dans ces matchs-là des choses qui font partie de l'ADN de cette jeune équipe-là. La possession de rondelles, c'est pas leur tasse de thé. C'est 66%. À 60%, quand une équipe a 60%, c'est parce qu'elle domine totalement. Les Maple Leafs ont eu 66, ou de 66 à 68% mercredi. Puis les Bruins, lors des 40 premières minutes jeudi, ça a été la même chose. Quand tu n'es pas en possession de la rondelle, tu vas avoir des défenseurs offensifs. Ça va très, très mal pour générer de l'attaque. Et ça, on l'a vu à maintes reprises. Il va falloir que ce soit... Puis tu parles des 40 premières minutes. Je sais que Martin Saint-Louis a dit « J'ai aimé comment on a réagi en troisième période », mais il y a un terme anglophone que les gens de statistiques avancées utilisent qui s'appelle le score effect. Oui. C'est-à-dire que quand tu arrives en troisième période, il y a comme un relâchement inconscient, pratiquement naturel pour une équipe qui a une bonne avance. Exact. Et qui finalement va donner des ouvertures à l'équipe qui est en déficit qu'elle ne donnerait pas si le match était serré ou si on était plus tôt dans la rencontre. Alors, c'est vrai que au moment où Gallagher a fait 5-4,
le Canadien pouvait dire « Ah, ben là, on est de retour dans le match. » Dommage, parce que 17 secondes plus tard, il y a eu une bourde de Primo. Mais la réponse du Canadien dans la majorité de cette troisième période-là doit être combinée avec le fait que les Bruins ont un peu levé le pied. T'sais. Alors ça, c'est toujours... faut toujours en tenir compte parce que c'est le cadre dans lequel le match est joué, quand il y a un décalage, quand il y a... à cause justement du pointage en troisième période, ça fait en sorte que le jeu, souvent, se déroule différemment. Dans ce contexte-là, est-ce qu'il y a... Martin, tu viens de parler de l'absence de possession de rondelles du Canadien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tracassent ou qui ne sont pas nécessairement imputables au fait là, que c'est le début de la saison et que tout le monde se cherche? Écoute... Et je vais vous demander le contrepoids après. Donc, il est très tôt. Là. Moi, je trouve qu'il faut être prudent quand on essaie de faire 82 petites tranches puis d'analyser 82 petites tranches. La marge d'erreur est très grande dans ce temps-là. J'aime ça voir des tendances se dégager, mais j'ai hâte de voir. Là, Montembeault aimerait ça disputer une cinquantaine de matchs. Ça veut dire que c'est une trentaine, 30-32 pour Cayden Primo. J'ai vraiment hâte de voir comment il va se débrouiller avec cette charge de travail-là dans la Ligue nationale. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait eu un grand camp d'entraînement Primo. Je ne l'ai pas trouvé rassurant hier. Puis c'est le début de la saison, c'est une tranche sur 82. Puis il va sans doute avoir une bonne période, mais si cette équipe-là veut rester dans le portrait, comme c'est l'objectif qui a été tracé, le gars qui va jouer 32 matchs, va falloir qu'il performe. Là, parce que il en gagne quelques-uns. Alors, hier, ça m'a tiqué un peu de voir, il y a eu quelques mauvais buts. Particulièrement celui-là en troisième. Écoute, le sixième but, ça a eu un effet d'assommoir, mais les deux premiers buts des Bruins, dans la partie supérieure, quand même à des distances où c'est pas automatique. T'es supposé de faire ces arrêts-là. En tout cas, alors, ça m'a tiqué. Puis, on parlait de la gestion du banc. Tantôt, j'ai été surpris hier. Moi, le chiffre que j'ai le plus retenu, qui m'a fait le plus sursauter, c'est que David Savard avait joué juste 13 minutes dans le match. C'est le plus faible total de minutes depuis qu'il joue chez le Canadien. Alors que je comprends, on voulait remonter la pente. On a fait appel plus aux gars offensifs, mais tu avais un gars comme Matheson qui a joué 26 minutes, qui connaissait un match très difficile. Là, c'était évident, c'était vraiment un match très difficile pour lui. Je pense pas que Savard fasse mal à l'équipe quand c'est le temps d'aller chercher des points. Là, alors, ça m'a surpris de voir ça. Je me suis demandé s'il était blessé, mais je pense qu'on va... effectivement, c'est une question à se poser. Est-ce qu'il a été diminué d'une certaine manière? Là, parce que c'est étonnant, parce que si on se fie à ses états de service à Montréal, il n'a jamais été géré de cette manière-là, même en troisième période. Puis Dieu sait que le Canadien a eu des côtes à remonter souvent. Oui, et il ne faut pas qu'il se blesse, David Savard. Il y en a un qu'il ne faut pas qu'il se blesse. Bon. Il y en a quelques-uns comme ça, mais oui, Savard en tête de liste. Non, mais je l'ai dit, peut-être qu'il y a... Parce qu'on a cru comprendre qu'à un moment donné, c'était Xhekaj qui était devenu le défenseur le plus à risque. Alors, on lui a adjoint Savard pour équilibrer les choses. C'est peut-être ça que j'ai compris et ça expliquerait peut-être... C'est surtout qu'on l'a utilisé beaucoup moins. Xhekaj a eu 4 présences en deuxième période puis 3 en troisième. Puis en moins de 8 minutes de jeu dans les 2 premières périodes, il était moins 3. Je pense que c'est sur sa première présence en troisième période. Il y a eu une contre-attaque des Bruins, puis il s'est retrouvé vraiment les pieds dans le ciment à la ligne bleue, puis il s'est fait passer par Charlie Coyle. Puis Coyle, finalement, a frappé la barre horizontale. Puis je pense que c'est ça. Il y a eu 2 autres présences après. Xhekaj, pour l'instant, est chanceux que Struble ne soit pas à 100% parce qu'à mon avis, il serait assurément en position vulnérable parce que Struble démontre au moins de l'assurance au plan défensif. Puis c'est drôle parce que le Canadien a énormément d'espoir en défense. Puis on se dit, une bonne partie de la reconstruction, ça va passer par ce flux de nouveaux défenseurs, de jeunes défenseurs. Puis je remets pas ça en question du tout. Mais sauf que, à part Gouli, il n'y a pas vraiment de jeune défenseur qui va pouvoir arriver dans l'organisation puis manger des minutes puis dire, on va jouer 22-23 minutes puis on te met sur la glace. Puis même si tu ne feras pas 45 points pour nous autres cette année, on sait que tu vas contribuer positivement à garder la rondelle à l'extérieur de notre territoire.
Hudson le fait parce qu'il a toujours la rondelle sur sa palette, mais des gars qui sont fondamentalement de bons défenseurs défensifs, il en manque chez le Canadien. Alors, quand l'été prochain va arriver, puis qu'on va se dire c'est le temps d'aller chercher un joueur autonome, etc., puis qu'on va regarder la liste d'attaquants en vedette, puis on va se dire finalement, le Canadien a beau vouloir ajouter un attaquant vedette, il n'y en a pas des tonnes, bien, je les inviterais peut-être à considérer le fait qu'un défenseur qui pourrait justement être un plus jeune David Savard, un peu plus moderne dans son approche, mais que tu envoies en toute confiance pour être un mur en défense, l'équipe n'a pas vraiment ça dans sa besace. Il y a des machines à manger des minutes de jeu fiables. C'est ça. Si on rêve à un futur Big Three, il en manque deux pour l'instant. Bon, je pourrais nommer David Reinbacher. Je pourrais. Mais on n'est pas là. C'est correct, mais il y a 19 ans, il va rater une année complète. Oui, j'imagine qu'eux le voient un jour dans ce rôle-là, mais tu peux pas... En même temps, tu peux... Le Canadien arrive, il a fait son nid avec des joueurs comme Caulfield, Suzuki, Dak, Goulet également. Tu peux pas sans cesse regarder vers les recrues ou vers des espoirs qui sont pas encore dans la Ligue nationale, puis dire, quand eux vont être là, on va être bon. Parce que c'est bien, ils vont rajouter du talent brut, des gars comme Demidov, des gars comme Hage, Reinbacher, Mailloux. Oui, ils vont élever ce groupe-là. Mais il faut d'abord et avant tout que les gars qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, ce soit eux qui mènent la barque. Là. Puis tu tournes d'abord et avant tout vers des gars qui sont dans ce groupe d'âge-là. Alors, Reinbacher, même s'il y a probablement ce profil-là, je suis tout à fait d'accord avec toi, le jour où il va avoir ce type d'impact-là, ça va prendre combien d'années? 3? Non, minimum. 4? C'est ça. Il faut qu'il y ait des choses tangibles, des progrès tangibles à un moment donné qui se matérialisent. Puis l'autre chose qui tu disais tantôt, y a-t-il des choses qui vous inquiètent? J'ai trouvé que le premier trio a été loin d'être impressionnant dans les deux premiers matchs. Il y a 84 % de possession pour les Bruins contre Caulfield, Suzuki puis Slavkovski. On parle de manque de possession de rondelles. Puis ces gars-là, on s'entend, c'est un jeune trio, mais Suzuki, il n'est plus si jeune que ça. Là. Il a pas mal d'expérience de Ligue nationale. Ces gars-là jouent contre les bons joueurs soir après soir. Ils font face à beaucoup d'adversité. Mais à un moment donné, c'est ça. Il va falloir... C'est le noyau qui dicte dans cette ligue-là comment ton équipe va se comporter. Il va falloir qu'ils deviennent, à un moment donné, qu'il y ait plus souvent qu'autrement, qu'il y ait le meilleur sur les meilleurs joueurs adverses. Là, c'est pour que la roue tourne à un moment donné. Et ça a été difficile dans les premiers matchs. Et j'ai fait un petit tour de la Ligue juste pour le plaisir. Là. Et le Canadien, c'est le seul Canadien, le seul premier trio dont tous les membres n'ont jamais terminé une saison avec un bilan défensif positif, avec un différentiel positif depuis le début de leur carrière dans la Ligue nationale. Nick Suzuki n'a jamais terminé une saison avec un bilan positif? Jamais. Ouais. Et on arrête. Il y en a des mauvaises équipes dans la Ligue nationale. Non, mais il y en a des équipes à reconnaître. À sa décharge, il a joué l'essentiel de sa carrière durant des années difficiles du Canadien, outre sa saison recrue. Là. Mais les gars qui jouent à Buffalo aussi jouent dans des contextes difficiles. Il y en a. Ils peuvent t'en parler. Et les gars qui jouent à Columbus, et les gars qui jouent partout. Ouais. Mais alors, tu sais, quand je dis de faire tourner la roue, eux, ils ont un plafond de verre. À un moment donné, il faut à un moment donné, que ça devienne... J'entendais des collègues de la radio discuter hier de Philippe Danault, tu sais, qui est parti, puis qu'on a laissé partir, puis on n'aurait pas dû laisser partir et tout ça. Puis les gens disaient, Danault, c'est pas un centre de premier trio. Non, mais quand il jouait au sein du premier trio chez les Canadiens avec Gallagher, qui n'était pas un super vedette de la Ligue nationale, puis avec Thomas Tatar, mais ces gars-là finissaient quand même saison après saison en jouant contre les meilleurs éléments adverses avec des plus 17, plus 18 où il était... Et là, tu compares avec ce qui se passe en ce moment avec le premier trio, tu dis OK, on est encore loin de ça. Là. Puis ce qui est aussi frappant, c'est que j'ai l'impression que le premier trio est aussi en quelque sorte victime du fait que Dak est encore en train de retrouver ses repères. Quand ton premier trio ne fonctionne pas, il faut que ton deuxième fonctionne. Puis
là, mettons le premier match, OK, contre Austin Matthews, le Canadien envoie Suzuki abondamment contre le premier trio des Maple Leafs, fait match nul, c'est correct, on va prendre ça. Mais là, tu regardes contre les Bruins, c'est vrai qu'ils ont Pasternak sur leur premier trio, puis c'est vrai qu'ils ont Marchand sur le deuxième, mais en principe, Marchand, Charlie Coyle, puis Geekie, ça devrait être... Il faut que tu sois capable de rivaliser. Oui. Hein? Alors, parce que sinon, si ton premier trio continue d'être embêté, au moins, il faut que ton deuxième puisse avoir le meilleur. Puisse avoir le dessus. Parce que si, dans le fond, tu t'as constamment... T'es toujours dans un réflexe où tu dis, ben, on va mettre notre premier contre leur premier, notre deuxième contre leur deuxième, puis on va essayer juste de tempérer, mais t'es jamais dans une position où ce sont tes trios offensifs qui dictent le ton. Puis ça, on le cherche, puis ça manque depuis très longtemps. Puis le trio Dano, Tatar et Gallagher, qui, à mon sens, est un des trios les plus sous-estimés des 25 dernières années à Montréal, réussissait à le faire en dépit d'une grosse opposition, mais... Ils étaient toujours dans la zone adverse. Là. C'était un trio de possession de rondelles. Là. Mais de manière générale, chez le Canadien, c'est un peu la dynamique qu'on retrouve depuis très longtemps. C'est ce qui a défini la carrière de Tomáš Plekanec. Puis, on pourrait quasiment retourner à Saku Koivu, mais on le fera pas. Mais sauf que là, dans ce cas-ci, il faut que... C'est d'autant plus important que le trio de Suzuki dise « OK, c'est nous autres là, qui prenons le contrôle. Peu importe contre qui on va jouer, on va dicter l'allure. » Sauf que, my God, ils ont été sur les talons durant ces 2 premiers matchs-là. On n'a à peu près pas vu Slavkovski. Non. Il a été probablement le plus invisible des 3. Donc, dans ce temps-là, c'est ça. Alors, tu tournes vers ton deuxième trio, puis... Là aussi, c'est un chantier. C'est pas encore ça. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé à tous ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport, quelle est votre prédiction controversée en ce début de saison de la LNH? Il y en a quelques-unes, vous pouvez réagir ou non. Ça donne le ton. Robbie sur Facebook, les Leafs vont gagner la coupe. Mais là, il ajoute des petits emojis de petits bonhommes qui rient aux larmes. Là, fait que j'imagine qu'il y avait un petit peu de cynisme là-dedans. Toujours sur le book, Christian dit Carey Price va revenir et gagner la coupe. Hey, ça se pourrait. Il est toujours sous contrat pour 2 ans. Hein? Peut-être l'an prochain. Peut-être pas cette année. Pense pas, moi. Peut-être l'an prochain. Pense pas. Sur Facebook, toujours. Simon dit Dak devient le centre numéro 1. Ça, je vous force à réagir. Moi, c'est vraiment pas impossible. Il a le talent pour le faire. Il a la combinaison d'atouts. Moi, je suis vraiment frappé par la qualité de ses mains. Il excelle en possession de rondelles, puis il y a du... Il y a du méchant... du papier sablé. Non, tu veux le dire, du papier sablé, mais quel grain? Du 14 ou du 16? Du Je connais pas ça. dans son jeu. OK, oui, d'accord. Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est bienvenu, mais il faut qu'il joue une saison complète aussi pour qu'on le sente, mais il va certainement mettre au défi Suzuki dans ce poste-là s'il demeure en santé. Ouais. Ce sera très bon si ça arrive, honnêtement. Ouais. Je pense qu'ils ont besoin de ça, les gars du premier trio, de sentir la soupe chaude un peu. Mais là, ça me démangeait tantôt. Je me suis retenu, mais là, je suis pas capable. Moi, j'ai hâte là, Martin a commencé à brasser la soupe. J'espère qu'il va pas ranger ses instruments. Hein, parce que c'est ça. Si on veut que Dak devienne le premier centre, on pourrait peut-être lui adjoindre... déjà, on l'a vu avec Slavkovski là, en fin de période. Enfin, j'espère qu'on va essayer des affaires. Je dis ça. Ouais, mais écoute, il n'y a rien de coulé dans le ciment dans une équipe de hockey. Il est encore tôt. Le premier trio a été très bon. Le premier trio actuel a été très bon en deuxième moitié de calendrier l'an dernier. Fait que faut comme entraîneur aussi, tu peux pas juste lancer des grenades aussi. Il faut que tu te gardes quelques munitions puis laisser la chance à tes joueurs aussi. Puis ils savent aussi. Là, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, ils savent que ils vont regarder leurs 2 premiers matchs puis on va dire, les gars, on va se retrousser les manches. Ouais. Alors, il faut que tu leur donnes aussi la chance de le faire. Ben ouais. Et on parlait du camp tantôt. Ils ont eu juste 2 matchs préparatoires. Là. Ils ont un match farfelu, moins, c'était contre les Maple Leafs, quand ça a tourné à la foire, qu'il y avait juste 4 défenseurs. Ouais. Alors, ils n'ont pas eu une grande préparation. Puis,
Écoute, un match farfelu. Oui. C'est drôle. Ils ont soufflé des chiens en ballon. Oui, c'est ça, ouais. Il y avait des concours d'imitation de Michel Terrien. En plus, ouais. Puis en plus d'avoir joué juste 2 matchs, ils n'ont pas déployé un niveau d'effort total. Ouais. Voilà. Mais je dis pas ça contre l'unité Suzuki, Slavkovski, Caulfield, plus comme pour Dak, étant donné que l'aîné est blessé et que, moi, vous savez, Yoel, je suis un de ceux qui l'haït le moins. je l'aime bien, plutôt. Mais reste que, c'est ça. Il y a peut-être besoin d'un peu plus de soutien. Là. Je trouve qu'il y a un bon début de saison, Armia. Absolument. Je sais que c'est dans le même élan de ce qu'on a vu à la fin du dernier calendrier. S'il est capable de maintenir ce rythme-là et d'éviter les passages à vide qu'il a connus, auxquels il nous a habitués au cours des dernières saisons, il peut être un facteur changeant, un facteur de changement positif. J'allais dire, il va falloir leur signer. Quel dénouement! Imaginez, regardez vos courriels. Le Canadien prolonge le contrat de Yoel Armia, 5 ans, 5 millions. OK, on continue les prédictions controversées sur Facebook. Marc-Antoine dit Tampa Bay augmentera la cadence et atteindra le carré d'as sans Stamkos, alors que la soupe ne prendra pas à Nashville. Ça me plaît, moi. Ça me plaît, ça. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me parle. Pittsburgh finit dernier au classement. Ça, c'est Robert sur le Gram. Et ils vont être dans le trouble, les Pingouins, je pense. Peut-être pas 32, mais ça va aller mal. Puis, une dernière. James sur le Gram, toujours. Jiri Kulich remporte le trophée Calder. OK. Oh là là. Hein? Non, mais on avait dit controversé. Oui. C'est pas pire. C'est controversé. Jiri Kulich qui doit pas amener... Je connais pas sa situation précise, mais je sais que les Sabres de Buffalo ne sont pas plus dans le portrait. Ils ne sont pas dans le portrait pour l'instant. Évidemment, c'est pas facile d'ouvrir sa saison sur le vieux continent. Non, ça n'a pas posé problème aux Devils. T'as raison. Mais remarque, les Devils, c'est une équipe qui va être, je pense, qui est équipée pour veiller pas mal plus tard que les Sabres. Ouais. Mais, tu sais, il y a pas si longtemps, on se disait, les Sabres de Buffalo qui regorgent de jeunes attaquants, mais là, on les attend là. Puis oui, ça fait 3 ans. C'est long. Puis, ça devient, on dirait que la machine offensive ne s'ouvre pas. Ils ont un trio de jeunes défenseurs qui devrait leur permettre d'être au moins, de se maintenir à flot. Là, je parle ici de Dahlin, de Owen Power puis Bowen Byram. Puis, ils ont commencé à trouver des solutions devant le filet avec Luukkonen l'année dernière qui leur a sorti vraiment une bonne année, mais la sauce continue de ne pas prendre. Puis, moi, si j'étais Kevyn Adams, je commencerais à être inquiet parce que c'est vraiment pas le début de saison. Je sais pas sur quel podcast j'avais entendu ça, mais il y a un commentateur qui disait s'il y a une équipe qui ne peut pas se permettre d'avoir un lent début de saison, c'est bien les Sabres de Buffalo parce qu'ils savent qu'ils ont tellement de preuves à faire, puis ils ont tellement le vent en pleine face depuis des années que là, ils avaient besoin d'un bon début de saison. Puis là, ils commencent 0-3. C'est pas... C'est le contraire. Ce n'est pas enchanteur. C'est le contraire d'un bon début de saison. Puis, Martin, tu nous faisais remarquer que c'est une équipe qui ne vieillit pas. Et que contrairement à l'être humain, c'est pas une bonne chose pour une équipe de hockey. La dernière fois qu'ils ont remporté un tour éliminatoire, les Sabres, c'était en 2007. Quand Daniel Brière et Chris Drury étaient co-capitaines. Et depuis ce temps-là, ils n'ont pas remporté une ronde et ils n'ont pas participé aux séries depuis 2011. Et donc, c'est on s'entend, il y a eu quelques reconstructions à travers ça, mais ils se retrouvent encore cette année avec l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. 25,3 ans d'âge moyen. Alors, c'est pas un facteur qui annonce que c'est la grande année, que c'est là que ça va se passer. Et tu regardes les équipes les plus jeunes de la Ligue, là, vous allez trouver des points communs avec plusieurs. Les Sabres de Buffalo, les plus jeunes. Après ça, les deuxièmes plus jeunes, le Canadien de Montréal, 26 ans de moyenne. Utah Hockey Club, 26,8. Eux, je les place peut-être dans une catégorie un peu à part parce que je pense qu'ils sont pas loin de peut-être... Un bon début de saison. Au moins d'être dans le portrait. Les Flyers, 26 ans,8 d'âge moyen.
les Ducks d'Anaheim, les Sharks de San Jose, les Blue Jackets de Columbus. Alors, Qu'ont ces équipes en commun? C'est ça. Il faut regarder le classement par le bas. Exact. Ce sont des équipes jeunes qui sont en reconstruction, qui vont fort probablement pas participer aux séries. Et tout de suite après ça, surprise, tu as les Bruins de Boston, tout de suite après les Blue Jackets de Columbus. Alors qu'on a l'impression que les Bruins, c'est une équipe qui vieillit, qui n'arrête pas de vieillir et qui ne se renouvelle pas. Il y a quand même un travail intéressant qui se fait là. Surtout en défense, pour le renouvellement. Oui. Ouais. Cette année, oui. Et l'équipe la plus vieille de la Ligue, la seule qui a plus que 30 ans d'âge moyen, les Oilers d'Edmonton, qui ont délogé les Pingouins et les Capitals qui se disputaient le titre de plus vieille équipe depuis plusieurs saisons. Mais ce qui est différent avec les Oilers, c'est que leurs bons joueurs n'ont pas 35, 36, 37 ans. Leurs meilleurs joueurs sont à leur apogée. Mais... Donc, c'est ça. Ce club-là, dans la Ligue nationale, ce sont les équipes les plus vieilles qui gagnent. Tu as 16 des 18 derniers finalistes pour la Coupe Stanley étaient dans la moitié la plus âgée de la Ligue nationale. C'est une donnée qui a fait ses... C'est un trait commun. Puis tu as une forte majorité de ces équipes-là qui étaient parmi les 10 plus vieilles équipes de la Ligue nationale. Donc, l'expérience vaut de l'or parce que l'expérience apporte la stabilité, apporte du vécu, une façon de traverser les périodes difficiles et tout ça. Donc, ça me fait toujours sourire, ces statistiques-là, parce qu'il y a des gens... Il y a des gens qui ont fait presque une business dans notre métier de parler toujours des jeunes, puis des choix de repêchage, puis la reconstruction et tout ça, alors que c'était... Et les gens... à Montréal, ont embrassé ce concept-là en disant « Wow, c'est cool, on va avoir plein de jeunes », mais ce qui est beau dans la reconstruction, c'est que, à un moment donné, les joueurs finissent par vieillir puis qu'on en finit par en sortir. Ouais. Et le Canadien est juste 0,3 années, 0,3 années plus vieux que l'an dernier. 4 mois, 3 mois. C'est pas une équipe qui vieillit. Ça vieillit pas vite. L'équipe vieillit moins vite que le temps réel qui passe. Alors, c'est ça. Ça va peut-être durer longtemps. Puis puis je sais qu'il y a certains partisans qui ont vu passer ces statistiques-là quand elles ont été émises par la Ligue nationale. Puis on dit « Ah, mais là, en plus, si on comptait pas Carey Price, ils seraient les plus jeunes. » Mais Carey Price ne compte pas les joueurs qui sont... en dehors de la formation qui sont considérés comme blessés, ne faisaient pas partie des calculs. Ils ont pris les formations de départ au premier match de la saison. Donc, ni Reinbacker, ni Harvey Pinard, ni Price n'en font partie. Mais quand même, les deuxièmes plus jeunes, à l'inverse, Martin vient de donner en détail là, la présence des équipes plus âgées en finale. Si tu prends les 5 équipes les plus jeunes de la Ligue, au cours des 4 dernières saisons, ça te donne donc 20 équipes. Il y en a juste 2 sur les 20 qui ont participé aux séries. Donc, on parle des Kings de Los Angeles en 2022, puis les Devils en 2023. Alors, puis l'année passée, il n'y a aucune des 10 équipes les plus jeunes qui a fait les séries. Donc, c'est vraiment... Tu choisis de reconstruire, puis on en a parlé la saison dernière du fait que, justement, il y avait de plus en plus d'équipes qui se tournaient vers la reconstruction, puis ça faisait en sorte qu'il y avait un décalage, puis qu'il y avait ceux qui étaient dans le coup, puis ceux qui ne l'étaient pas. Bien, je pense que l'âge vient en témoigner. Alors, c'est drôle parce que on a l'impression, la reconstruction du Canadien est censée avancer, mais eux autres aussi, sont, en tant que deuxième équipe la plus jeune, sont encore loin du compte à ce niveau-là. Puis quand j'en ai parlé à certains joueurs de l'équipe, ils m'ont dit, ben, on est peut-être jeunes, mais étant donné qu'on est le même groupe depuis un certain temps, on a quand même l'expérience de se côtoyer puis d'être ensemble depuis un bon bout de temps, de se connaître. Fait qu'on est peut-être jeunes, mais on est quand même expérimentés. Uh-huh. Alors... Oui, mais c'est toujours la même expérience. Finir... dernier. C'est ça. Non, mais je veux dire... Si on a une expérience commune. Non, mais c'est comme... Oui, comment dire ça? C'est 3 ans de la même expérience. C'est pas pareil comme avoir de l'expérience. Oui, puis c'est quoi? C'est intéressant que tu en parles parce que tu regardes une équipe comme Ottawa, mettons, où on parlait de Buffalo. Les équipes qui ont de la difficulté, qui se sont rebâties puis qui ont eu de la difficulté à s'en sortir, puis tu as des joueurs d'impact au sein de ces équipes-là qui perdent année après année après année. À un moment donné, ça devient extrêmement lourd. C'était devenu trop lourd pour Jack Eichel puis Sam Reinhart à Buffalo. Puis, je n'ai pas de misère à imaginer qu'en fin de saison dernière, Brady Tkachuk à Ottawa tapait du pied joyeusement.
Martin Saint-Louis était capable de maintenir jusqu'à maintenant une vision extrêmement positive de la démarche que fait le Canadien, puis tous les joueurs sont à bord dans cette idée-là. Mais ça ne sera pas éternel, ça. Non, ça les guette aussi. À un moment donné, la défaite, ça se poursuit pendant longtemps pour justement les Suzuki de ce monde, les DAC, etc. Ils ne sont pas à l'abri que ça leur pèse lourd à eux aussi. Alors, je pense que ça va être quelque chose à suivre cette année, de voir quelle va être la façon dont on va maintenir la psyché collective positive si jamais les défaites s'accumulent. Parce que les carrières sont assez courtes. Les joueurs veulent gagner et les joueurs adhèrent au projet de reconstruction en disant « OK, ça va mieux aller, mais il faut que ça finisse par mieux aller à un moment donné parce que le nombre de croyants va diminuer. » C'est ça. Et tu parlais de Ottawa-Buffalo, ça fait pas mal plus longtemps que ça branle dans le manche qu'à Montréal. Là. Donc, le temps n'a pas fait son œuvre encore. Et c'est le cercle vicieux. Là. Quand tu la rates, la première reconstruction, ou qu'elle tarde à se matérialiser, là, arrive un autre groupe de dirigeants qui disent « OK, nous, on va le réussir. » Mais là, la mèche est de plus en plus courte pour ceux qui sont là. Alors, il faut essayer d'éviter ça. Parlant de la jeunesse. La jeunesse, c'est de beaux horizons pour la jeunesse. Pour les joueurs de hockey, j'entends. Mm-hmm. Oui, parce que les autres, il n'y a plus de débouchés. Les autres, ça va pas bien, je vous le dis. Là. Lisez pas le journal. Ça va pas bien. Qu'est-ce qui va arriver après la génération Z? On repart à où? Là? C'est une bonne question. Les chiffres, je pense. Ouais. Ou des symboles. Des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes. Non, mais via les réseaux sociaux de Radio-Canada, qu'est-ce qui se passe après la génération Z? On attend vos suggestions. Non, j'allais dire, on rit, mais ça risque de bousculer. Et Martin, on en a parlé brièvement là, avant d'enregistrer. Tu n'avais pas l'air si pessimiste, mais on s'attend à ce qu'au mois de novembre, la NCAA aille de l'avant, vote et régularise là, une idée qui est dans l'air, dont on a déjà parlé, à savoir que, contrairement à en ce moment, elle permettrait aux joueurs du hockey junior canadien de joindre ses rangs. Comprendre par là que si vous aviez joué un match dans la Ligue junior de hockey majeur des Maritimes et du Québec et de l'Est du pays, vous ne pouviez pas jouer dans la NCAA parce que vous aviez été considéré comme un professionnel. Puis il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, là, parce qu'on s'entend que 30 cents de l'heure, c'est pas vraiment un salaire. Mais enfin, donc tout ça tomberait et bon, les joueurs pourraient passer plus facilement du hockey junior à la NCAA. Et c'est ça, mon premier réflexe, moi, c'est de penser que ça va pas tuer, mais comment dire, faire mal au hockey junior canadien, non? Ça va, je pense que ça va faire... Écoute, ça va provoquer beaucoup de gros chambardements dans le monde du hockey. Ces changements-là ne vont pas arriver parce que ça fait plaisir aux Américains. Ils arrivent parce qu'ils sont un peu imposés. Il y a 2 ans, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui a complètement jeté par terre le modèle d'amateurisme de la NCAA. Les joueurs, les athlètes étudiants aux États-Unis... réclament depuis longtemps de pouvoir être rémunérés, de pouvoir exploiter leur image, de pouvoir vendre des publicités, etc. Ça, c'était interdit. Là. Les règles c'était très strict. Étaient tellement strictes dans la NCAA que les équipes... Il y a des jeunes qui proviennent de milieux très défavorisés, au football ou au basketball, qui obtiennent des bourses d'études. Là, et les écoles n'avaient même pas le droit... après l'entraînement du matin, de placer un buffet dans le vestiaire pour que les jeunes puissent déjeuner, là, parce que c'était considéré comme... un avantage indu. Oui. C'était complètement ridicule. Mais donc, depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, les athlètes étudiants ont le droit de vendre leur image, ont le droit de commercialiser leur statut d'athlète aux États-Unis. Et l'interdiction qui est en place depuis des décennies, qui considère les hockeyeurs juniors majeurs comme des professionnels parce qu'ils reçoivent un salaire. Oui, mais il y en a qui ont été plus payés au fil des ans aussi. Là, ça s'est resserré plus récemment. Mais donc, ils étaient considérés comme des professionnels parce qu'ils jouaient. Il y a des gars qui jouent junior majeur qui ont signé des contrats professionnels et qui sont retournés dans les rangs juniors, etc., qui ont joué dans la Ligue nationale, qui sont renvoyés avec leur équipe.
Donc, cette interdiction-là, il y a une résolution qui a été... un texte de résolution qui a été adopté, qui va être soumis au vote au début du mois de novembre et qui va... tout le monde s'attend à ce que ça soit levé, cette interdiction-là. Et la NCAA fait face aussi à une poursuite devant les tribunaux en vertu des lois anti-monopole parce qu'il y a un jeune qui a disputé 2 matchs préparatoires avec les Spitfires de Windsor qui s'est fait interdire de jouer dans la NCAA parce qu'il avait joué supposément avec des professionnels. Et tout indique que la NCAA... Il avait 16 ans. Ouais. Et tout indique... tout indique que la NCAA va perdre cette cause-là si elle est débattue. Et quand tu es puni en vertu des lois anti-monopole aux États-Unis, c'est pas rien. Là. C'est souvent des pénalités de centaines de millions de dollars. Donc, ils prennent ça très au sérieux. Et pour se sortir de ce carcan-là, ils vont moderniser les règles. Et ça va changer soudainement la NCAA, qui est déjà un réseau. Là, aux États-Unis, tu as le 2e plus grand bassin de joueurs amateurs au monde. C'est un réseau qui est très crédible, prisé par la Ligue nationale de... Oui. C'est un réseau de très haute qualité, très haut niveau. Et là, soudainement, du jour au lendemain, à partir du mois d'août, si c'est adopté, si le vote passe au mois de novembre, la NCAA va avoir accès à un bassin de 1200 joueurs juniors de la meilleure ligue junior, des 3 meilleures ligues juniors au monde, qui est le plus grand bassin d'alimentation là, de la Ligue nationale de hockey. Alors, ça va être énorme l'impact que ça va avoir. Ça va relever le niveau de jeu dans la NCAA de façon considérable. La NCAA qui allait aussi avec des expansions très éparses au fil des ans. Il y a beaucoup d'universités qui aimeraient ça avoir des programmes de hockey, mais là, on disait on veut pas amenuiser la qualité de jeu. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'universités qui obtenaient des équipes d'expansion là, du réseau de hockey. Là, ça va peut-être faciliter ce processus-là. Alors, ça va être majeur. Là. Et donc, il y a des gars qui jouent à Québec en ce moment ou à Victoriaville ou en Ontario, dans l'Ouest, qui sont susceptibles de se faire contacter à partir du mois d'août par des universités pour dire « Écoute, est-ce que tu aimerais planifier avec nous, t'engager, venir compléter ton parcours junior à l'université? » Et là, les options qui s'offraient aux joueurs juniors depuis toujours, c'était quand tu arrivais à 19 ans, tu étais rejeté par le système. Et si tu voulais jouer dans les rangs professionnels, si tu voulais faire carrière là-dedans, mais tu signais un contrat pour aller jouer dans la East Coast League, tu te promenais en autobus ou dans la Ligue américaine. Pour les plus chanceux. Oui, mais aller jouer contre des hommes dans la Ligue américaine quand tu as 19 ans, tu pars avec un désavantage sérieux, alors que les Américains, eux, leur processus de développement commence autour de 19 ans. Ils arrivent à l'université, ils jouent 2 fois par semaine, ils s'entraînent toute la semaine, ils se développent physiquement, sont encadrés par un système de calibre professionnel. Et à 22, 23 ans, quand c'est l'âge vraiment où la majorité des joueurs arrivent dans la Ligue nationale, ils sont plus prêts, ils sont mieux préparés. Alors, c'est ça que ça va donner accès à ça aux gars qui sont au hockey junior majeur canadien. Oui, je pense que la fluidité que ce système-là va permettre est intéressant pour les hockeyeurs juniors qui peuvent commencer leur stage dans le junior puis éventuellement se rendre dans les circuits universitaires plus tard. Fait que c'est peut-être de ce point de vue-là la USHL qui pourrait peut-être écoper parce qu'eux autres, ils se présentaient comme étant le circuit qui ouvre la porte à la NCAA. Puis il y a bien des Québécois qui ont pris le chemin de la USHL pour cette raison-là au cours des dernières années. Peut-être qu'à l'autre bout du spectre, le circuit universitaire canadien aussi va écoper parce qu'il y a des hockeyeurs juniors canadiens qui vont peut-être entamer leur stage junior au Canada, aller ensuite à l'université aux États-Unis. Mais la question que je me pose dans tout ça, il y a 2 choses. C'est que tout d'abord, quel impact ça va avoir sur les courbes? Tu sais, quand on regarde les courbes de compétitivité, les cycles de compétitivité de la Ligue junior majeure du Québec ou de l'Ontario, c'est les équipes qui ont des 19 ans, les meilleurs 19 ans, puis qui ont encore des 20 ans serviables. C'est les équipes plus vieilles qui arrivent à maturité qui sont prêtes à gagner. Mais si tes 19 et 20 ans ne sont plus là, parce que tes meilleurs sont soit dans le pro déjà ou encore ont fait le saut dans la ligue, dans le circuit universitaire américain, bien, est-ce qu'à ce moment-là, les équipes les plus compétitives vont être un petit peu plus jeunes qu'elles l'étaient autrefois? Fait que ça va être... La courbe va être intéressante de voir parce qu'il risque d'y avoir un changement à ce niveau-là. Puis l'autre affaire, c'est que là, pour l'instant, il y a un décalage entre
quand tu es repêché, normalement, tu as 2 ans, un joueur d'âge qui fait partie du circuit junior canadien a 2 ans pour s'entendre avec l'équipe qui l'a repêché, signer un contrat avant qu'il soit relâché dans le repêchage une seconde fois. Tandis que c'est 4 ans pour les joueurs qui sont soit en Europe ou encore à l'universitaire américain. Fait que si, finalement, on jumelle le bassin d'espoir junior canadien puis universitaire américain, puis que finalement, il y a une libre circulation entre les deux, à ce moment-là, il ne peut plus y avoir 2 ans pour un certain groupe puis 4 ans pour l'autre. Il risque d'y avoir, ça va 4 ans pour tout le monde. Ça va 4 ans pour tout le monde. Puis à ce moment-là, ça donnerait une chance aux joueurs d'ici de... Parce que 2 ans, on va se le dire, pour bien du monde, 2 ans, c'est pas assez pour démontrer que on justifie un contrat. Parce que ça saute aux yeux pour certains espoirs qui font partie de l'élite, mais pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. On a souvent dit que c'était un avantage pour les joueurs de la NCAA. Marqué, c'est un avantage marqué. Et ils sont plus repêchés, les joueurs. Quand une équipe sélectionne un joueur, puis elle se dit, avant de devoir le mettre sous contrat, on peut l'observer pendant 4 ans. Là. On n'est pas obligé de lui accorder un contrat. C'est plus tentant quand tu arrives au 5e tour, 6e tour, 7e tour du repêchage. Je veux dire, on va miser sur le gars qui va à l'université, là, parce que le gars que tu sélectionnes d'habitude au 5e, 6e tour du repêchage, c'est rare qu'il va être prêt à signer un contrat professionnel dans les 2 ans. Et sur la fluidité des joueurs, je pense qu'il va avoir ça va être des vases communicants. Là. Il y a des joueurs juniors de 19 ans, 18-19 ans qui vont partir jouer à l'université américaine, mais à l'inverse, tout le bassin de joueurs américains de 16, 17, 18 ans qui ne venaient jamais jouer au hockey junior majeur canadien pour ne pas perdre leur éligibilité, eux, ça va leur tenter de venir jouer dans une ligue junior compétitive. Fait que, il va peut-être y avoir beaucoup plus de joueurs de 17-18 ans dans les équipes junior majeures canadiennes. Puis ceux qui n'obtiennent pas de place dans un programme universitaire vont continuer à jouer. Ils vont jouer à 18-19 ans dans la Ligue junior en espérant décrocher une place ou vont peut-être en se disant je vais peut-être pouvoir faire le saut chez les pros quand même. Fait que donc, c'est ça. Il va y avoir des vases communicants, mais c'est sûr que ça va changer la façon de bâtir les équipes parce que là, c'était assez élémentaire de construire une équipe au niveau junior. Si tu faisais le plein de choix de repêchage, là, 2 années de suite, là, tu repêches un paquet de joueurs de 16 ans dans les premiers tours, puis là, tu fais juste les faire vieillir. Tu sais, le développement, il joue pour une partie, mais la maturité physique puis l'âge fait en sorte que quand tu arrives avec un paquet de joueurs de 18-19 ans, bien là, tu aspires à la Coupe du Président puis à une participation à la Coupe Memorial. Là, il va peut-être falloir que tout le monde dirige son équipe, le couteau entre les dents, année après année, parce qu'il n'y aura pas de garantie que tu vas retenir tout le monde. Ah, que de belles perspectives. J'ai ouvert en disant que j'étais content. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a... je vous ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gosse dans ces 2 premiers matchs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a réjoui? C'est pas obligé. Là. Ben, Lane Hutson, aucun doute. Oui. C'est épatant de le voir aller. Je trouve que c'est très encourageant et très rassurant dans les responsabilités qu'il prend, dans le niveau de calme qu'il affiche aussi. Dans le contexte aussi, parce que c'est tout croche. Là, donc, s'il peut s'en tirer là... Oui. Ouais. J'aime beaucoup, en cours de match, là, jeudi à Boston, ils ont fait un duo Gooley-Hutson. Gardez ça, s'il vous plaît. Je trouve j'aime beaucoup ça. Ils ont joué beaucoup ensemble. Ils ont joué plus que 12 minutes ensemble dans ce match-là. Ouais. Puis, écoute, je pense qu'il y a un gars qui est passé sous le radar durant... Il s'en fait une spécialité, mais Jake Evans a eu un bon camp d'entraînement. Puis je trouve qu'il est très, très bon en ce début de saison. Il ressort vraiment. Oui. Il est plus patient avec la rondelle. À un moment donné, là, il a volé la rondelle à Brad Marchand le long de la bande en zone du Canadien. Puis il l'a transporté en zone des Bruins. Il s'est arrêté. Il a fait une feinte. Il a comme retenu son geste, puis ça a comme ouvert un corridor de tir. Il y a une belle passe à Anderson qui aurait dû tirer, mais lui, il a essayé une passe de plus à Hudson dans l'enclave qui ne l'attendait pas. Mais tu sais, puis après ça, encore beaucoup de patience au moment de faire une super belle passe à Gallagher sur le deuxième de Gallagher. Je trouve que
Puis il est très fiable défensivement. Et parlant de Gallagher, je pense que c'en est un autre qui est quand même une belle nouvelle. Manifestement, il lui reste encore du hockey dans le corps. Puis ça, c'est le fun à voir. Il y a eu 2 très bons matchs, Gallagher. Ouais. Puis je trouve ça admirable, la combativité de ce joueur-là. Il a été rétrogradé, il a déjà eu un rôle prédominant dans cet alignement-là. Il a été rétrogradé dans les trios. Jamais tu l'entends chialer. Il prend la tâche qu'on lui donne, puis il la fait, mais puis probablement qu'il va casser en cours de route, là, parce que c'est un style très taxant, puis il ne rajeunit pas, mais quand ce gars-là va accrocher ses patins, on pourra pas dire... On va avoir de la difficulté à trouver les soirs où il a pris des congés. Là. C'est vraiment... Je trouve ça le fun que les jeunes du Canadien aient ce genre de vétérans-là dans l'équipe. Non, c'est tout à fait remarquable. Puis, en ce début de saison, j'en parlais avec Jacques-Alexis, mais l'an passé aussi, on a eu un moment où est-ce qu'on s'est dit, coudonc, Gallagher, serait-il en train de ressusciter? Puis finalement, bon... il a fini sur une bonne note. Il a fini, mais c'était au début de la saison. Il y a eu comme un gros... il y a eu un gros passage à vide. Un gros passage. Il a dû être blessé, là, j'ai pas de mémoire, là, mais il est souvent... Bon, c'est bien ça, c'est positif. Oui, c'est bien. Fini sur une bonne Anderson, Gallagher, au sommet des pointeurs chez le Canadien. Armia a un bon comme début ça devrait de saison. être. Armia, Evans, c'est très bien. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. C'est cela. Merci. Ah, ben oui. Puis, toujours un plaisir de vous retrouver. Toi, t'as un bon début de saison. Toi, t'en as un bon début de saison. Ben okay, oui. C'est bien fin. Ouais. Toi, il n'y a pas de... c'est pas tout croche. Never too high, never too low. Merci, Alex. C'est toujours bon. C'est pas tout croche. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur. C'est pas vraiment un compliment. Non, c'est comme... T'es passé juste à côté de l'insulte. Mais c'est que... J'ai pas fait exprès. Comme la plupart du temps. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Encore une fois, un grand plaisir, un grand bonheur d'être avec vous. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin qui réalise Tellement Hockey 2 fois semaine. Bravo, Jack. Merci infiniment. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.